Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. C'est une zone qui s'étend sur plus de 6 millions de kilomètres carrés avec environ 200 millions de population ou d'habitants. C'est la CEAC, cette zone économique qui représente beaucoup d'opportunités pour sa population, mais également les défis ne sont pas du reste, qui s'étendent sur le chemin de cette communauté. Ce soir, nous allons parler des opportunités, mais également des défis, mais surtout les réformes qui s'annoncent dans cette communauté des pays de l'Afrique centrale, la CEAC. Qui d'autre pour en parler si ce n'est le très nouvellement élu commissaire en charge du marché commun, des affaires économiques, monétaires et financières de cette zone. Il s'agit de François Kanimba, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda pendant environ 10 ans. Il a été également gouverneur de la Banque centrale environ 10 ans, mais il est également passé par la Banque mondiale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Eddy. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes également rejoints par Shaka Gakuba. Il est opérateur économique. Il est bien entendu membre de la Fédération du secteur privé au Rwanda. Bonsoir Shaka. Bonsoir Sabiti. Avec nous également Calixte Kanamugire. Il est responsable du plaidoyer et du lobbying au niveau de la Fédération rwandaise du secteur privé. Bonsoir Calixte. Bonsoir. Nous serons également rejoints par d'autres spécialistes en la matière. Je parle de l'économie, bien entendu. Nous serons rejoints par Zachary Roger Mbarga, qui est expert spécialiste en intégration régionale. Il va nous rejoindre depuis le Cameroun, donc depuis Yaoundé. Nous serons rejoints également par Teddy Kaberuka. Il est expert en économie et il est également analyste et surtout cofondateur de Centrix Group. Bonsoir Teddy. Voilà, ce sont les cinq qui seront avec nous. Tout d'abord, avant de commencer, nous allons suivre un reportage de nos confrères de Africa 24. C'était lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenu pour annoncer également les réformes et surtout annoncer les couleurs que cette zone se veut de vêtir dans les prochaines années. Les réformes institutionnelles et organisationnelles de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, sont désormais effectives. La nouvelle commission a remplacé le secrétariat général, poste jusqu'ici occupé par Ahmad Alammi. Dirigé par l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo, la nouvelle équipe dirigeante de la CEEAC va prendre fonction le 1er septembre 2020. La commission de la CEAC est chargée de l'animation de l'intégration régionale dans sa phase ascendante et dans sa phase descendante. C'est-à-dire quoi? De prime abord, elle est chargée de concevoir les politiques et programmes d'intégration et dans un second abord, elle est chargée de les mettre en œuvre. Les travaux de la CEEAC ont aussi porté sur la définition des termes du marché commun. Le développement de cette plateforme réunissant les 11 États membres a été confié au Rwanda. Notons que la CEEAC représente un marché économique de 130 millions de consommateurs. L'enjeu de création d'un marché commun de la CEAC, c'est de réussir à passer d'un niveau d'échange intracommunautaire de moins d'1% en fin 2019 à un niveau plus important qui pourrait par exemple être au-dessus de celui du continent africain qui est de 18% aujourd'hui. Le 17e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenu ce 30 juillet 2020 par visioconférence. Ce sommet a également marqué le début du mandat du président congolais Denis Sassou Nguesso à la tête de l'organisation sous-régionale. Il succède à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Monsieur le commissaire, il faut dire que ce reportage de nos confrères de Africa 24 brosse bien
les défis qui vous attendent? Sans doute, dans quelques mois. Ouais. C'est au mois de septembre, il faut rappeler que vous allez entrer en fonction, ça vous laisse quelques jours en tout cas, si ce n'est pas un mois, pour travailler sur votre entrée en la matière. Est-ce que cette région d'abord, qu'est-ce qu'elle représente économiquement parlant de manière palpable pour les habitants, les 200 millions d'habitants de cette région? Oui, merci beaucoup. Comme vous le sentez, un nombre de pays assez élevé, 11 pays africains, qui se mettent ensemble pour créer un marché commun. La première opportunité, c'est vraiment la taille du marché. On parle ici de plus de 150 millions d'habitants, 150 millions de consommateurs, c'est assez considérable. Mais aussi, et ça pour moi c'est très important, hein, si vous regardez les pays qui composent la CEEAC aujourd'hui, la plupart de ces pays, ce sont des grands pays qui produisent des matières premières comme le pétrole, les minerais, le bois. Ils ont beaucoup de ressources. En moyenne, le produit intérieur brut par habitat dans cette zone est parmi les plus élevés du continent. Donc, non seulement il y a un marché, mais un marché solvable en termes de pouvoir d'achat. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et quand vous analysez le trend économique des échanges commerciaux de ces pays avec le reste du monde, en période de bonne conjoncture sur le plan économique mondial, c'est généralement une zone qui réalise des excédents commerciaux parce qu'ils exportent beaucoup de produits de base. Et seulement, c'est aussi une zone qui importe presque tout ce qu'ils consomment. Parce que, comme on l'a suivi dans le reportage, le revers de la médaille nous montre également que... Et sans je à le souligner, aujourd'hui, ça peut apparaître comme un problème, mais c'est une très grande opportunité pour les investisseurs des différents pays qui composent la communauté, mais aussi les investisseurs internationaux qui peuvent voir dans ce grand marché avec un tel déficit au niveau de la production intérieure pour investir et approvisionner ce marché. Et ça, c'est en quelques mots quelques opportunités en principe et qui doivent justifier pourquoi les États vraiment doivent se mettre ensemble pour faire fructifier son potentiel. Zachary, on nous a dit que vous êtes avec nous, c'est depuis Yaoundé. Bienvenue à l'émission Majuscule Propos, bonsoir. Bonsoir Eddy Sabati. C'est Sabiti, merci bien. Zachary, tout de même, le nouveau commissaire de la CEEAC, il parle des opportunités que représente cette communauté, mais il revient sur les échanges commerciaux entre cette zone économique et l'extérieur. Mais lorsque vous regardez le revers de la médaille, ça nous montre également que ça représente moins d'1% des échanges intra-CEEAC. C'est tout de même trop peu. Effectivement, Eddy, je commencerai d'abord avec courtoisie à féliciter monsieur le commissaire François Kanimba, dont on connaît la riche expérience. Mais d'entrée de jeu, je dirais que le niveau d'échange intracommunautaire dans la zone CEEAC s'explique par la structure économique de ces pays. Ce sont des pays qui essentiellement produisent et exportent des matières premières, des produits de base, qui sont essentiellement des hydrocarbures et des mines. Et ce sont des pays également qui subissent généralement ce qu'on appelle des contre-chocs, des chocs exogènes. Et donc, avec une industrie qui n'est pas assez diversifiée, avec une structure économique qui importe essentiellement les biens manufacturiers, comme il le disait monsieur le commissaire, ils exportent pratiquement tout ce qu'ils consomment. Il y a donc peu de marge pour que les échanges entre les pays puissent se faire. D'autant plus que dans cette zone, les frontières, le marché, la zone de libre-échange n'est toujours pas opérationnelle parce que jusqu'ici, le nombre d'agréments délivrés aux produits des entreprises qui sont présentes dans la zone est également très faible. À partir de ce moment,
il est difficile d'espérer d'avoir un niveau d'échange qui puisse être satisfaisant. Là, c'est-à-dire que le secteur privé est tout à fait invité à jouer son rôle. Peut-être bien, Siaka Gakou va nous dire, est-ce que aujourd'hui, dans les États africains, si on sort un peu du cadre de la CESC, on a les États qui presque sont sur tous les fronts, financent tout, de la santé à l'éducation, à tous les niveaux. On sent la présence, on sent moins la présence du secteur privé. C'est vrai qu'on encourage le secteur privé. Est-ce que dans le tableau qui vient d'être brossé, vous voyez la taille ou le besoin de votre main pour apporter votre pierre à l'édifice? Tout à fait. Comme l'a dit le commissaire, les opportunités sont là. Il y a le pétrole, il y a les terres arables, il y a un peu de tout. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est de booster notre secteur privé de 11 pays, de voir dans quelle mesure on peut échanger, dans quelle mesure on peut investir, parce que l'État est là pour mettre la législation, mais l'État n'est pas là pour faire le business à notre place. Donc, le secteur privé de ces différents pays devrait bien collaborer en étroite collaboration et trouver un moyen qui peut booster nos économies en fonction des opportunités que nous avons. Ce sont on annonce des réformes avec cette communauté. Teddy Kaberuka, ce sont des réformes tout de même qui arrivent à un moment crucial que nous connaissons déjà. Il y a des réformes déjà entamées par l'Union africaine. Ça fait presque 2 ans, 3 ans maintenant. C'est des réformes qui peinent également à se mettre en place. Comment est-ce que ces réformes de la CEAC vont s'implémenter, seront mises en place avec les autres réformes annoncées par l'Union africaine, sachant bien que les membres de cette communauté font également partie de l'UA? Je pense qu'on a un problème de son avec Teddy Kaberuka. Peut-être bien que la question, je la passe à vous, monsieur le commissaire. Votre mandat est annoncé sous des réformes, comme même l'émission de ce soir est intitulée. Ces réformes, elles sont cruciales pour la communauté. Je parlais des réformes de l'Union africaine qui sont déjà annoncées. Comment est-ce que vous allez marier les deux? Tout d'abord, si vous le permettez, Monsieur Eddy, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'opportunités pour cette région, mais il y a aussi des défis. Bien entendu. Il y a des défis qui, je pense, sur la route de ces réformes, devront faire l'objet d'attention particulière. Et le plus grand défi qui, à mon avis, me semble extrêmement important, c'est le défi de diversification économique. Diversification économique dans le sens où, comme on l'a bien dit, l'économie de ces pays, la plupart, ce n'est pas tous, parce que nous sommes en train de parler de 11 pays, mais il y a des pays qui ont des structures économiques très différentes. La structure économique du Rwanda est très différente de la structure économique de la Guinée équatoriale, par exemple. Mais quand on regarde la plupart des pays, leurs économies sont basées sur les exportations de matières premières et l'importation de produits finis. Donc, la diversification économique, c'est le premier défi pour s'assurer que nous allons tendre vers une intégration qui a un sens. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si vous regardez les secteurs de production, dans ces 11 pays, à part peut-être des pays comme le Rwanda, le Burundi et peut-être le Cameroun, le secteur agricole, pour une très très longue période, a été pratiquement complètement laissé de côté. Et c'est pour ça que
toutes les consommations alimentaires de ces pays sont importées des métropoles. Ouais, ça, à mon avis, aujourd'hui, ça apparaît comme un défi, mais c'est une opportunité énorme, dans la mesure où ces pays aussi se trouvent dans la zone tropicale, avec des conditions climatiques qui sont probablement les meilleures du monde. Il pleut tout le temps. Toutes les conditions pour accroître la production agricole sont réunies. La plus grande contrainte qui constitue pour moi un second défi, la plupart de ces pays sont très peu peuplés. Et quand vous regardez la taille des pays l'immensité du territoire et la taille de la population, il y a une discordance. Et la plupart des populations, dans certaines de ces grandes nations, sont essentiellement localisées dans les zones urbaines. Si bien que les comme zones pour la rurales, plupart des pays africains. Exact. Oui. Donc, je crois qu'il y a certainement un déficit au niveau de la main-d'œuvre pour accroître, investir sérieusement dans la production agricole. Là, vous faites mention, ou vous faites allusion à l'exode rural également, les gens qui quittent les zones je crois que rurales pour... Ça a été quelque peu guidé par la concentration des zones de production minière, où pratiquement toutes les populations toutes les zones d'habitat sont développées autour des grands gisements de pétrole, de mines, des choses comme ça. Et l'autre grand défi, qui je pense est dans la perspective de l'intégration, sera critique pour réaliser des résultats. Comme quelqu'un l'a dit, dans ces régions, quand vous analysez l'évolution depuis les indépendances, jusque très récemment, c'est une zone qui a été caractérisée par une fréquence trop importante de conflits internes. Des conflits internes qui ont fini par créer des relations de suspicion entre pays voisins, ce qui n'a pas du tout encouragé la libre circulation de la main-d'œuvre au niveau de la région. Par exemple, ce problème de déficit de main-d'œuvre qui peut être réel dans certains pays peut être facilement résolu si on pouvait faciliter la libre circulation des personnes au sein de la zone. Il y a des pays qui peuvent facilement assister d'autres en termes de fourniture de main-d'œuvre qui peut travailler dans des secteurs où actuellement le besoin se fait sentir. Là, vous faites allusion aux défis sécuritaires. Exact. Parce qu'à cause des conflits importants ici et là, les bandes armées, qui pullulent dans la région, les mouvements de rébellion, ils étaient partout et ça a créé un environnement dans lequel, autour duquel faciliter la traversée des frontières au jour le jour. Ça a été très compliqué. Justement, ça a été très compliqué. Mais les choses sont en train de changer dramatiquement avec tous les efforts qui sont engagés au niveau du continent pour résoudre ces problèmes conflictuels qui ont, pendant une certaine période, vraiment retardé le processus de développement économique du continent. C'est-à-dire, il y a eu un certain climat de méfiance entre pays membres pendant des longues années. Mais tout de même, ces climats des conflits où certains pays ont passé beaucoup d'années sans vraiment avoir de rapprochement au niveau des États, cela n'a pas beaucoup empêché le secteur privé d'entreprendre quelque chose. Calixte Kanamudire, vous qui êtes du secteur privé ici au Rwanda, malgré certains défis, on a parlé du défi sécuritaire, mais il y a aussi un des grands défis aujourd'hui auxquels fait face le continent africain d'une manière globale, ce sont les infrastructures. Oui. Mais ces infrastructures ne vous ont pas empêché, vous du secteur privé au Rwanda, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comme on dit ici chez nous, à Kanyoni Katagurutse ni Kamenyi Yobgeze, c'est-à-dire vous êtes allé voir ailleurs malgré ces défis d'infrastructure. Tout à fait. Le secteur privé du Rwanda est en quelque sorte dynamique et de ce fait, il essaye de sortir
de voir les opportunités à l'extérieur des frontières. De ce fait-là, ils ont, depuis un certain nombre d'années, essayé de porter leurs yeux non pas seulement vers les pays d'Asie et d'Europe, comme d'habitude, mais aussi de scruter certaines opportunités dans la zone d'Afrique centrale, donc la communauté économique des États d'Afrique centrale. Spécifiquement, il y a eu des initiatives des opérateurs économiques qui sont allés entreprendre certains travaux à Brazzaville. Il y a eu des missions au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui, des Rwandais, je veux dire, qui opèrent en Angola. Donc, il y a des initiatives. Cependant, cela ne veut pas dire que cela va sans peine. Il y a encore des difficultés. Parlez-nous un peu de ces difficultés. Quelles sont les difficultés ou les défis qui se dressent sur votre chemin malgré vos bonnes initiatives? La première difficulté, le premier challenge, se trouve au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures, accéder de Kigali dans les zones d'Afrique centrale, il faut y aller par avion. On ne peut pas avoir de chemin de fer, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de route praticable. Donc, et le transport aérien, vous savez bien qu'il est très cher. C'est le plus cher, en fait, de tous les transports existants dans le monde. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est l'infrastructure, la législation, en fait, en place dans différents pays. Chaque pays a sa législation au niveau des tarifs, au niveau et des régulations. Vous parlez des tarifs douaniers. Yes, des tarifs douaniers, des lois, des régulations. Tout cela, des fois, crée des embuscades à ces opérateurs économiques quand ils arrivent dans d'autres pays. Certainement, la plupart des fois, ils ne sont même pas habitués à quelques tracasseries qu'ils rencontrent quelque part. Donc, c'est vraiment ça. Il faut quand même qu'il y ait un travail à faire dans ce côté-là au niveau des réformes. Monsieur le commissaire, on parle des initiatives, le secteur privé parle, on a entendu des bonnes initiatives. Est-ce que finalement, n'est-ce pas l'harmonisation des lois qui devait venir avant? On n'a pas placé la charrue avant les bœufs? Non, absolument. Je confirme ce que notre collègue Calixte a bien souligné, les contraintes au niveau de la bureaucratie et des lourdeurs bureaucratiques au niveau du fonctionnement des agences qui gèrent le commerce extérieur. Pour vous dire la vérité, quand vous comparez l'état actuel de l'environnement des affaires dans ces pays avec ce que par ailleurs nous connaissons par exemple dans le contexte rwandais, il y a beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas là même ce qui justifie votre nomination, votre élection? Non, mais exactement. Je me rappelle, quand j'étais au ministère du Commerce en 2013, j'ai organisé des missions avec les petites et moyennes entreprises rwandaises pour aller explorer les opportunités. Mais on était choqués de voir combien il était extrêmement compliqué pour aller à travers les méandres douaniers quand on entre dans ces pays en passant par les aéroports. Fort heureusement, la même année en 2013, c'est l'année, à mon avis, pionnière où le monde entier a approuvé ce que nous appelons l'accord global de facilitation du commerce de l'OMC. Ceci dit en passant, en 2013, quand j'étais ministre du Commerce, j'avais été désigné par le groupe africain pour être le coprésident de cette réunion de l'OMC en Indonésie en 2013, pour championner justement l'approbation de cet accord.
Je me rappelle, quand l'accord a été approuvé, et à mon retour au pays, j'ai essayé d'évaluer où se trouvait le Rwanda dans la mise en exécution des réformes clés qui étaient préconisées par l'accord. L'Organisation mondiale du commerce. Oui, oui, dans cet accord global de facilitation du commerce, on était à plus de 65%. D'accord. Mais pour certains pays, surtout la plupart des pays de la zone CEAC, dont nous parlons aujourd'hui, ils étaient à moins de 15%, 20%. Fort heureusement. Dans ces derniers jours où je me prépare à prendre cette responsabilité, j'ai essayé d'évaluer où est-ce que nous en sommes dans ces pays, dans la mise en exécution de l'accord de l'OMC sur la facilitation du commerce. C'est-à-dire 7 ans après. 7 ans après. C'est en cours. C'est en cours. Pratiquement dans tous les pays, il y a des projets supportés par les partenaires au développement et les organisations internationales comme l'Union européenne et la CEA pour travailler avec les institutions nationales pour démanteler les barrières au niveau bureaucratique afin de faciliter le développement des échanges, non seulement au niveau national, mais surtout faciliter la traversée des frontières quand on a à faire du commerce avec les voisins. Et ça, je vous dis, ça c'est un grand chantier qui est en place. Et dès ma prise de fonction, je crois que le suivi de ce programme va figurer au premier plan de mes priorités. Parce que ça, tout commence par là. Tout commence par là. Mais d'une manière générale, il y a un problème de réforme de l'environnement des affaires dans cette région qui, pour des raisons diverses, ont connu quelques retards comparés, par exemple, avec ce qui se fait au niveau de l'Afrique de l'Est ou bien au niveau de la SADC. Je crois que là, il y a certainement un terrain important où l'expérience rwandaise en matière de réforme de l'environnement des affaires peut être mise à profit pour accélérer certaines choses qui, en principe, ne devraient pas coûter trop cher pour régulariser. Voilà. Teddy Kaberuka, on me dit qu'il est avec nous. Teddy, vous connaissez cette zone de la CEAC, mais également vous connaissez la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, cette communauté, elle a aussi connu ses hauts et ses bas. Vous vous dites qu'il y a quelque chose que cette communauté des États de l'Afrique de l'Est peut également, l'expérience de son vécu, peut apporter de l'autre côté en Afrique centrale? Merci Eddy pour... je m'excuse, le côté technique n'a pas été favorable pour moi. Et j'en profite pour féliciter M. Kanimba. On a été vraiment ravis de sa nomination. Bien, pour revenir à ta question, en fait, les deux blocs, que ce soit la CEAC et la communauté de l'Afrique de l'Est, on peut quand même faire des comparaisons. Mais la conclusion qu'on peut tirer de prime abord, c'est que l'Afrique de l'Est a pris le devant dans sa structuration, dans sa réalisation des différentes réformes qui ont eu lieu. On a vu le marché commun qui a été effectif dès sa signature. On a vu des pays qui adhéraient consistamment et les choses évoluaient plus ou moins mieux. Mais avec la CEAC, il y a eu trop de retard. Et cela s'explique par différents facteurs, notamment les facteurs liés à la gouvernance. Et la CEAC a eu, quand tu analyses par exemple les niveaux de gouvernance des différents pays, on a des pays qui ont des chefs d'État qui ont fait beaucoup d'années au pouvoir. Pour moi, ça peut être aussi un autre facteur de ralentissement de ces réformes parce que c'est les mêmes gens qui ont su au pouvoir. Un autre élément important que mes collègues ont souligné, l'instabilité entre pays ou entre régions a aussi affecté la mise en place de ces politiques d'harmonisation de marché commun. Mais néanmoins,
c'est une zone qui a un potentiel énorme. Une zone qui peut à la fois connecter à l'Afrique de l'Est pour avoir l'Afrique en général une économie forte, parce que quand tu vois les niveaux industriels, par exemple, de l'Afrique de l'Est, la région de l'Afrique de l'Est a plus ou moins un niveau plus avancé au niveau industriel que la zone CEAC peut être le marché des pays de l'Afrique de l'Est. C'est de là que je pourrais aussi dire l'opportunité en termes d'accès au marché, que ce soit des industriels rwandais, que ce soit des industriels de la région aussi, qui peuvent utiliser le Rwanda comme un tremplin vers la zone CEAC. On a vu pas mal d'industriels qui venaient à ouvrir des branches ou des succursales de production au Rwanda. Mais voilà. Et voilà que le Rwanda fait partie de la CEAC. Donc, ils peuvent aussi accéder à ce marché énorme. En revenant à ta question que tu m'as posée précédemment, quand le côté technique ne marchait pas. Ah, tu l'as retenu. Oui. OK. Par rapport à cette coïncidence de la zone de marche, zone libre-échange de l'Union africaine avec cette réforme qui a eu lieu au niveau de la CEMAC, je pense que c'est une opportunité que la CEMAC devrait saisir. Il n'y a pas de contradiction. Les zones où le bloc régional économique peuvent servir de tremplin vers l'intégration au niveau des zones de libre-échange au niveau continental. Je pense que si on a la chance que les zones économiques des blocs, que ce soit la CEAC, que ce soit l'East African Community, que ce soit d'autres zones au niveau Afrique, West Africa, ça peut marcher. Le grand défi de l'Afrique, c'est que certaines zones ne sont pas effectives, ils ne sont pas opérationnelles du tout. Ce sont des zones qui ont des noms, qui ont des équipes qui travaillent pour l'amélioration des climats d'affaires, mais les choses ne marchent pas. Je pense que, étant donné qu'on parle de l'intégration au niveau de l'Afrique, on parle de marché commun au niveau de l'Afrique, ça serait un bon départ si la CEAC peut mettre des institutions en place, les pays entre commencer à faire de commerce intra-CEAC, et si cela marche très bien, eh bien, la CEAC va aussi être connectée au reste de l'Afrique, et je pense que c'est une opportunité énorme pour nos pays. Et il faut le souligner que autant que la région de l'Afrique de l'Est, la CEAC aussi a des pays qui sont enclavés, qui ne sont pas accessibles au niveau des grands eaux, des océans ou de mer. Donc, ces pays, ils ont besoin d'accès au niveau de mer à travers leurs voisins ou leurs pays collaborateurs qui accèdent au niveau de mer. Donc, s'il n'y a pas développement des infrastructures, s'il n'y a pas échange entre ces pays, certains pays auront du mal à s'en sortir au niveau de développement. Zachary, vous avez entendu l'argumentaire des autres panélistes de la soirée. Vous, de votre côté, il y a une chose très importante qui a été soulignée. On sent tout repose sur la volonté politique pour voir se déclencher la machine, en tout cas pour mettre en marche la machine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté commune des pays membres, d'abord de se sentir membres d'un même bloc et surtout d'avancer dans une même direction? Oui, Eddy, je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience. Jusqu'à un passé récent, il y avait comme un délaissement de la CEAC. Cela s'explique par un des défis qu'il faut ajouter dans la réforme institutionnelle. C'est le financement de cette communauté. Vous voyez, les pays, jusqu'à un passé très récent, jusqu'en décembre 2019, n'arrivaient pas à transmettre à la CEAC leur contribution en matière de financement.
le mécanisme qui est appelé contribution communautaire d'intégration CCI. Mais avec la réforme, on a vu qu'il y a eu la condition d'appuyer au moins 40% des aérés. Et lorsque les pays se sont rendus compte qu'il y avait un gain à gagner avec la réforme, ils ont apuré leurs aérés de contribution. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience ajoutée à la rapidité avec laquelle on a ratifié le traité révisé. Donc, il y a une certaine volonté politique qui est exprimée. Maintenant, pour aider la sous-région et les pays membres à sortir du niveau de pauvreté et de sous-développement actuel, il faut atteindre ce que j'appelle la volonté économique. C'est-à-dire s'intégrer pour mettre ensemble les déficits ou alors les insuffisances qui sont là pour opérer le saut qualitatif. Prenons le cas de la diversification économique et de l'industrialisation. Aujourd'hui, il faut qu'on atteigne le niveau de projet commun d'industrialisation pour s'inscrire dans les chaînes de valeur régionales. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir ce qu'on appelle des champions uniques. C'est-à-dire, vous voulez fabriquer un ordinateur et vous commencez du début jusqu'à la fin du processus de fabrication. Aujourd'hui, on est dans les chaînes de valeur régionales. C'est-à-dire, les pays se spécialisent dans le processus de fabrication et donc il y a complémentarité et interconnexion entre les systèmes industriels. Et c'est ce vers quoi la CEAC doit tendre aujourd'hui. Autre exemple, c'est que l'Afrique centrale est la seule région du continent qui s'interconnecte aux autres régions. C'est-à-dire, l'Afrique centrale s'interconnecte avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Nord, avec l'Afrique de l'Est, avec l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. Et l'Afrique centrale pourrait jouer le rôle de thermomètre des échanges si la question des infrastructures est aujourd'hui réglée. L'opérateur économique collègue qui est votre copanéliste a raison. Aujourd'hui, très peu, pour ne pas dire il n'y en a pas de compagnies aériennes qui proposent des vols directs entre les capitales. Il y a très peu de routes qui interconnectent les capitales entre les pays de la sous-région. Le réseau ferroviaire, on n'en parlera pas puisqu'il est presque existant. Ce qui veut dire quoi? La volonté économique devrait primer pour davantage permettre au pays d'entrer dans l'échange des biens intermédiaires en matière d'industrialisation. Et c'est cela qui va booster la libre circulation de l'expertise, de la main-d'œuvre, qui, n'est-ce pas, pourra permettre, en termes de compétences, de dynamiser la diversification économique et donc les échanges. Un point qui va un peu vous démontrer le lien entre la réforme de l'Union africaine et la réforme de la CEAC, c'est le fait qu'avec la zone de libre-échange continentale, on est dans une dynamique d'offres tarifaires au niveau régional. Et donc, si on n'a pas bien préparé le tissu d'échange au niveau des communautés économiques régionales, on va, n'est-ce pas, difficilement atteindre le niveau d'échange continental et les communautés économiques régionales comme l'Afrique centrale qui ne sont pas diversifiées, qui n'ont pas de produits manufacturés, seront ce qu'on appelle des marchés de consommation. Et donc, pour éviter cela, il faut que les opérateurs économiques, les dirigeants, et je suis heureux que le commissaire François Kanimba en fasse partie aujourd'hui, puissent, n'est-ce pas, intégrer dans leur agenda le danger de la zone de libre-échange continentale, qui pourtant est une très grande opportunité, avec également le marché unique du transport aérien, puisqu'on parlait des vols régionaux inexistants aujourd'hui. Je pense que dans toute intégration régionale, il y a l'ancien président Senghor qui parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous connaissons que les pays membres n'ont pas toujours les mêmes potentialités, n'ont pas toujours les mêmes ressources. Est-ce que les gens se regardent en face? Là, je pose la question à Siaka. Est-ce que quand vous parlez en tant que la communauté des hommes d'affaires et femmes d'affaires de la région, vous vous dites, on a ça à offrir, on a ça comme priorité, vous conjuguez les efforts et vous vous regardez en face, vous vous dites certaines vérités tout de même. Oui, dans quel sens?
Tu sais, pour un investisseur quelconque, la première des choses qui l'intéresse, c'est la taille du marché. Comme nous en avions parlé ici, déjà entre 150 et 200 millions d'habitants, c'est un très bon marché. Nous avons vu les opportunités qu'il y a. Déjà, quand je regarde les 6 500 000 km², je vois directement la densité et automatiquement, ça me donne l'idée de l'agriculture dans toutes ces zones-là. C'est automatiquement potentiel. Je regarde la consommation en termes énergétiques. Mais tous les pays n'ont pas la même potentialité. Regardons un peu les infrastructures. Tous ces pays n'ont pas les mêmes infrastructures. Que fait l'homme d'affaires intéressé? Il commence par voir quelles sont les opportunités les plus proches. Je dirais par exemple, je préfère commencer par le Congo, qui n'est pas loin du Rwanda. Vous parlez du Congo-Kinshasa? Congo-Kinshasa, du Burundi. Et avec le temps, parce que les États ont leur responsabilité de créer les infrastructures. Ce n'est pas l'affaire d'un investisseur privé. Ce que fait cet investisseur, c'est de trouver des opportunités. Et tu ne peux pas trouver ces opportunités sans toutefois coopérer avec le secteur privé de ces différents pays. On se parle, on se voit, on s'est visité plusieurs fois. Dernièrement, la FEC du Congo était à Kigali. Nous avons été à Brazzaville, nous avons été à Libreville. Voilà, tous ces mouvements-là, tous ces échanges, à la longue, finissent par donner quelque chose de concret. Oui, vous avez été, ils ont été, vous avez été, ils ont été. C'est quoi maintenant, concrètement? À Calixte Kanamoudiré, je parlais toujours parfois du secteur privé qui a tendance à tout remettre sur les États ou les décideurs politiques. Calixte, vous nous dites un peu, ces voyages, qu'est-ce qu'ils ont donné aujourd'hui de palpable que vous pouvez présenter à table, par exemple? OK. En titre d'exemple, nous avons certains opérateurs qui sont aujourd'hui à Brazzaville, des opérateurs rwandais qui sont là-bas. Nous connaissons leurs noms, que nous ne pouvons pas citer ici, parce que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous apportez? Normalement, ils exportent les produits d'agroalimentaire. C'est ça. Parce qu'il faut aussi comprendre que notre économie rwandaise, vu la taille et la superficie du pays, il a aussi cette économie certaines forces et certaines faiblesses. Et si nous voyons bien, la force de notre économie se base sur la production agricole et donc l'agriculture et l'élevage. La plupart de ces produits-là, en fait, viennent de l'agroalimentaire. C'est de cette manière-là que ça se conçue ainsi. Mais nous avons aussi des opérateurs économiques qui sont dans d'autres pays voisins là et qui sont allés investir dans la construction des bâtiments. Exact. Et qui évoluent bien là-bas. J'en connais certains en Angola, j'en connais certains au Cameroun. Je pense que, comme je l'avais dit avant, si, au fur et à mesure qu'on mettra en place des infrastructures attrayantes, des législations attrayantes, tout ira mieux encore. Voilà. Monsieur le commissaire, on parle des opportunités, mais aujourd'hui on parle de l'industrie agroalimentaire qui vous citez, mais vous êtes commissaire aujourd'hui de la CEAC, mais tout de même vous êtes du Rwanda. Le Rwanda est cité comme exemple en matière des nouvelles technologies sur le continent africain. N'est-ce pas là un secteur qui n'est pas beaucoup cité, mais dont l'Afrique souffre criamment? Non, absolument. Et j'ose espérer que
ça ne fait l'objet d'aucun doute que les technologies de l'information constituent une opportunité énorme pour le Rwanda dans cette zone. Et comme vous le savez... Et surtout cette période de la pandémie du Covid-19 oui, a prouvé suffisamment... Comme vous le savez, le Rwanda est en train de connaître des avancées sur le plan du renforcement des capacités, des infrastructures. Et on a une avancée remarquable par rapport à certains d'autres pays africains dans le domaine des technologies de l'information. Et moi, je peux vous assurer, je me rappelle déjà en 2013, durant ces missions d'exploration qu'on organisait dans les pays de la région Congo, à Libreville, il y avait des jeunes Rwandais qui étaient déjà engagés dans le secteur du développement des logiciels, qui, dès leur arrivée dans ces capitales, le lendemain, ils étaient en discussion avec des acheteurs de produits. Et moi, je suis sûr et certain qu'au moment où nous parlons ce soir, il y a beaucoup de Rwandais qui sont en train d'offrir des services dans ce domaine, dans cette région. Mais parfois, comme ça a été dit, et je le répète et je le sais très bien, le cadre légal et réglementaire pour la promotion des affaires dans ces pays, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il faut absolument à tout prix s'attaquer sérieusement à démanteler ce genre d'obstacles non tarifaires à la promotion des échanges. Et fort heureusement, c'est un chantier qui est en cours. Quand vous regardez, quand vous lisez attentivement le nouveau traité révisé, je crois qu'il est très difficile de trouver mieux. Il est tellement précis, il est tellement concret en termes d'engagement des chefs d'État sur ce qu'il convient de faire. Maintenant, à mon avis, ce qui reste, c'est vraiment au niveau de la nouvelle commission qui est en train de se mettre en place, de s'assurer que nous disposons des ressources pour éviter que la commission travaille à Libreville, nous puissions descendre dans les différents pays pour rencontrer les opérateurs économiques. Ma mission, mon mandat, tout en restant de façon générale dans le cadre conceptuel, je souhaiterais vraiment être un commissaire opérationnel. Et je compte en priorité travailler avec les opérateurs privés, non seulement pour identifier les obstacles tarifaires et non tarifaires au développement des échanges, mais surtout m'inspirer des aspirations des opérateurs privés pour recommander aux différents responsables politiques quelles sont les réformes nécessaires qui doivent être mises en place pour accélérer les changements. Là, vous parlez des priorités. Absolument. Peut-être, Monsieur Zakari, si tu es avec nous aujourd'hui, vous qui connaissez vraiment la région, nous avons parlé, tous les pays, il y a certains pays qui ne sont pas toujours, les pays ne sont pas toujours sur la même longueur en matière de développement socio-économique. Comment faire en tant qu'économiste, comment faire pour que la communauté puisse avancer au même pied d'égalité, mais tout de même, et que chaque pays puisse avoir aussi ses priorités qui ne vont pas également peut-être constituer un obstacle à la bonne marche de la communauté. Alors, Eddy, j'ai eu du mal à saisir votre question. S'il vous plaît, vous pouvez la reprendre. Je crois que Je veux dire, chaque pays a ses priorités en matière de développement socio-économique. Oui. Comment faire pour que les priorités d'un pays, bien sûr, là nous revenons sur la notion de de l'État d'avoir son droit à se choisir des priorités. Comment faire que ces priorités ne puissent constituer d'embûches au développement ou à l'intégration régionale? Je pense que les États, dans un processus d'intégration, ont un dénominateur commun de défis. Vous avez la question du chômage, vous avez la question de la réduction des déficits, par exemple le déficit de la balance commerciale, qui est très important, et vous avez également le défi d'offrir aux populations des produits sociaux de base tels que l'électricité, la santé, l'eau, l'éducation, etc. Et donc, en allant à l'intégration régionale, il y a la capacité
d'avoir ce qu'on appelle les gains d'efficience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en matière d'infrastructure, un pays comme le Cameroun ou le Rwanda, le Gabon, qui n'a pas assez d'électricité, peut se mettre ensemble avec les 11 autres pays de la CAC pour développer le barrage Inga 3 de RDC. Ainsi, le fruit, le produit électricité qui sortira de ce barrage peut également bénéficier à ces populations avec une connexion directe. On a un petit souci de connexion avec Zachary. Monsieur le commissaire, peut-être on mène également à la fin de notre émission. Est-ce que la position géographique du Rwanda aujourd'hui constitue, elle est également stratégique par rapport à la liaison? On parlait d'une zone qui est à cheval entre plusieurs zones économiques. Aujourd'hui, la position du Rwanda, nous savons qu'il y a déjà des gros projets, par exemple de la construction d'un chemin de fer qui vient de Dar es Salaam, qui on a vu avec la RDC, qui montre la volonté d'avoir de venir se lier à ce chemin de fer. Est-ce que la position du Rwanda va jouer un rôle dans cet ensemble, dans cette configuration des réformes que veut connaître la CEAC? Absolument. Si vous voyez, la position géographique du Rwanda, c'est un atout considérable. Nous sommes le trait d'union entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et bien plus, nous sommes bilingues. Nous parlons anglais, nous parlons français. Et Kiswahili. Et Kiswahili. Et moi, je vous dis très sincèrement, j'essaie de voir cette perspective dans le contexte général de la vision à long terme de la stratégie de développement du Rwanda pour faire de ce pays un hub régional. Elle va se matérialiser avec l'engagement maintenant qui devient réel au sein de la communauté des États de l'Afrique centrale. Et je prie le bon Dieu pour que les grands projets d'infrastructure qui sont en chantier, par exemple le chemin de fer Dar es Salaam-Kigali, ne puissent pas s'arrêter à Kigali, puissent continuer jusqu'à Brazzaville, par exemple. Yes. Et là, ça se l'a fait. La compagnie aérienne Rwandea, ça, pour moi, ça c'est une mine d'or pour la perspective d'intégration du continent africain. Oui, déjà, quand vous voyez la façon dont nous avons essayé de faciliter les échanges, la circulation des personnes et des biens au niveau de la région, c'est énorme. Maintenant, avec un avantage comparatif dont tout le monde sait bien en termes de gouvernance économique sur le plan mondial, je suis en train de voir beaucoup d'investisseurs internationaux qui peuvent bien transformer très vite le Rwanda en une sorte d'entrepôt pour la distribution des produits dans la région à partir du Rwanda, en jouant sur cette position et ces infrastructures qui sont en train de se développer pour le développement des services au niveau du commerce de transit. Mais bien évidemment, l'industrialisation commence par là, mais quand il y a des circuits de distribution bien établis, les entrepôts se transforment en industrie manufacturière qui puisse être localisée dans le pays pour profiter de cette opportunité de marché d'ensemble dans toute la région. Opportunité, position géographique va de pair également avec responsabilité. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce que le fait que le Rwanda soit aujourd'hui un modèle qui a été mis en avant par rapport aux réformes de l'Union africaine, est-ce que ça justifie également peut-être votre élection? Oui, monsieur Eddy, si vous le permettez, c'est peut-être l'occasion, avant de clore cette séance, encore une fois, de remercier beaucoup le gouvernement rwandais pour l'avoir présenté et défendu indéfectiblement ma candidature pour la sélection à ce poste de responsabilité que je reconnais. Plus particulièrement, je dois sincèrement remercier le président de la République pour cette confiance, cette note de confiance renouvelée en ma personne. Et j'ai essayé de suivre le processus de sélection parce qu'à ce poste,
il y avait une compétition qui n'était pas très facile. Il y avait presque, je crois, 8 candidats présentés par 8 pays différents. Sur 11 membres. Sur 11 membres. C'est presque tous les membres qui voulaient de ce poste. C'est sur 11 membres. Et le choix de la candidature rwandaise a été largement inspiré par le leadership et l'engagement personnel du président Kagame dans l'intégration africaine du continent. Ça, je crois que je le dis parce que j'ai lu à travers les lignes comment les décisions au niveau des différentes sessions sont organisées, même à travers des déclarations au niveau des médias, et ça se lit. Ça, c'est indéfectible, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, merci de nous révéler un peu les dessous, en tout cas les dessous des élections. Mais vous l'aurez compris, il n'y a pas de secret. Le Rwanda a joué un rôle crucial pour ce qui est des réformes au niveau de l'Union africaine. Et le président Paul Kagame continue toujours à mener cette équipe pour mener à bon port ces réformes au niveau de l'Union africaine. Voilà ce qui justifie même la suite des événements. Permettez-moi de clore cette émission par là. Nous aurons l'occasion de revenir plusieurs fois sur d'autres chantiers qui attendent ou qui se présentent pour cette zone de la CEAC. Permettez-moi de remercier le tout nouveau commissaire chargé du marché commun des affaires économiques, monétaires et financières, François Kanimba. Et également, merci à tous les autres membres, notamment Kalix Kanamudire, qui est de la Fédération du secteur privé, également Asiaka Gakuba, qui est opérateur économique ici au Rwanda. Je remercie sincèrement Teddy Kaberuka de Centrix Group. Également, merci à Zachary Roger Mbarga. Il est spécialiste de l'intégration au niveau de la région. Il nous a rejoints depuis Yaoundé. Merci à vous tous et surtout à Pacifique Rukundo qui m'a réalisé. Et à moi et à mon nom, Eddy Sabiti, j'ai dit merci. L'émission, c'est Majuscule Propos. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.